Bonjour, je me présente, je m'appelle Chloé Jean Petit et voici les collaborateurs. Je m'appelle Dan Coité. Antoine Pasquier. Janice Benoît. Et aujourd'hui, on va... Et moi, je m'appelle Ilka Inès. Aujourd'hui, on va vous parler de la taxation. Donc, Philippe Saint-Marc nous a dit « Le coût de la protection du milieu naturel est beaucoup plus faible que le coût de la reconstruction. La défense de la nature est rentable pour les nations. » Donc, cette citation va nous permettre de vous parler de la taxation et, qui est mise en place par les États pour éviter d'avoir à reconstruire la nation. Donc la taxation est un procédé par lequel les pouvoirs publics fixent un prélèvement obligatoire sur une opération économique. La taxation n'est donc pas basée sur un revenu, mais sur une production des biens ou de services et sur leur consommation. Alors on va vous parler plus particulièrement de la taxe carbone qui a été qui est une taxe ajoutée au prix de vente des énergies fossiles en fonction de la quantité de CO2 émise lors de leur utilisation. On peut donc voir ici une corrélation positive, puisque plus c'est polluant et plus c'est taxé. Cette taxe représente donc le prix payé pour le CO2 émis. Elle permet d'intégrer dans le prix des énergies fossiles les coûts que les émissions de CO2 font peser sur la société. On voit ici une externalité négative. Rappelons qu'une externalité est négative lorsque l'action d'un producteur sur un autre agent a des effets négatifs qui ne sont pas intégrés dans son coût de production privé. Elle est payée depuis 2014 par les ménages, les administrations et les entreprises, sauf les grandes entreprises qui sont déjà soumises à une réglementation européenne sur les émissions de CO2. C'est ce qu'on appelle le principe pollueur-payeur. Elle n'existe pas qu'en France, mais elle n'est pas non plus généralisée dans le monde. Plus d'une vingtaine de pays l'ont adoptée, dont 8 pays européens. Le but de l'imposition de cette taxe est de réduire nos consommations d'énergie fossile au profit d'énergies renouvelables. On voit que d'année en année, en France, cette taxe n'a cessé d'augmenter, puisqu'en 5 ans, elle a augmenté de 37,6 euros, passant de 7 euros en 2014 à 44 euros et 6 centimes par tonne de CO2 émise en 2019. Seulement certains secteurs d'activité en sont exonérés. On pense notamment au transport aérien, maritime et routier. Pourquoi ces secteurs Tout simplement parce que les entreprises sont plus vulnérables à la concurrence internationale. Si les autres pays ne mettent pas en place une taxe carbone à niveau équivalent. On va utiliser l'exemple de la Suède pour illustrer notre propos. La taxe carbone en Suède a été instaurée depuis 1991. Elle était fixée dès la première année à 23 euros par tonne de CO2 émise pour les ménages, pour seulement 6 euros pour les entreprises. Soit à 84 euros en 2004 pour les ménages et 18 euros pour les entreprises. Puis en 2020, à 110 euros pour les ménages et les entreprises comprises. Cette taxe touche majoritairement les ménages. Bon, je suis désolée, je vais essayer de m'en chercher. Alors, en Suède, il est donc, par exemple, devenu hors de prix de se chauffer au fioul ou au charbon. Toutefois, les entreprises les plus polluantes ont été exonérées pour ne pas affecter leur compétitivité, ce qui a créé de nombreuses tensions au niveau européen.
Donc, si l'on analyse de plus près cette taxe, nous pouvons voir qu'elle a représenté 20% du prix de l'essence en 2009, ce qui représente une part très importante, comme on peut le voir. En ce qui concerne ses effets, elle a permis de diminuer de 9% les émissions de CO2 et a permis d'augmenter le PIB de 48%. Si on se réfère maintenant aux documents statistiques, nous observons qu'entre 1997 et 2017 en Suède, les émissions de CO2 ont diminué de 26% et que le PIB a augmenté de 78%, ce qui est considérable. Donc on peut donc dire que la taxe carbone n'est pas un frein à la croissance. Toutefois, il est difficile de se rendre compte de son effet en sachant que dans le même temps, la Suède a fortement diminué les taxes sur le travail. Un autre exemple de taxation qu'on pourrait avancer est celui en lien avec le système de bonus-malus. Nous avons pu trouver une définition du système sur le site du gouvernement en lien avec l'écologie, donc la voici. Le système de bonus-malus écologique vise à récompenser via un bonus les acheteurs de voitures avec un modèle émettant le moins de CO2 et à pénaliser via un malus ceux qui optent pour les modèles les plus polluants. Le malus représente donc par conséquent une autre forme de taxe car on ajoute au prix initial un malus économique qui permet d'internaliser les externalités négatives et d'inciter les acheteurs à se porter sur des modèles moins polluants. Nous savons par exemple que de nouvelles normes sont apparues en matière d'écologie à partir du 1er janvier 2020 et le système bonus-malus en fait partie. Donc, une révision de ce système a été appliquée pour les véhicules neufs avec un bonus de 6 000 € sur les véhicules les plus propres de moins de 45 000 €. Vous comprenez donc pourquoi cela est incitatif. Et un malus à partir de l'émission de 110 g de CO2 par kilomètre contre 117 g de CO2 par kilomètre avant cette révision. Les acheteurs les plus exposés à ce malus sont les acheteurs du modèle diesel. Donc, par exemple, pour les acheteurs de voitures diesel, on voit qu'ils font face à un malus de 1 300 € à partir d'une émission de 135 g de CO2 par kilomètre et à un malus de 3 600 € à partir de l'émission de 235 g de CO2 par kilomètre. Ainsi, les prix passent respectivement de 30 000 à 31 600 € et de 30 000 à 33 600 € pour ces deux véhicules neufs. Nous voyons donc que ce malus entraîne une hausse du prix de revient des véhicules et parfois de manière conséquente, ce qui incite les consommateurs à se tourner vers des modèles hybrides ou essence neufs pour lesquels ils recevront un bonus à l'achat. Comme vous l'a très bien dit Janice avant, les taxations peuvent laisser place à de nombreuses tensions, comme par exemple en novembre 2018, le mouvement Gilets jaunes a eu lieu à cause de ça, parce que les entreprises qui étaient exonérées n'ont pas eu à payer de taxes, donc ces taxes ont été reportées sur les citoyens qui ont dû payer le plein de l'essence beaucoup plus cher. C'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de tensions. Mais il ne faut pas oublier que la taxation a beaucoup d'avantages. Comme par exemple, elle est peu coûteuse et elle est très facile à mettre en place. Il suffit que l'État fixe une taxe et les citoyens français doivent le payer. Ensuite, ces taxations procurent des recettes à l'État, c'est-à-dire l'État va prélever de l'argent aux entreprises qui polluent le plus. C'est-à-dire plus une entreprise pollue, plus le coût de sa taxe va être élevé. Et moins une entreprise pollue, moins elle va payer, donc elle ne va pas payer en fait, ou alors elle va être récompensée. Cela pousse les entreprises à être beaucoup plus responsables et à mieux gérer leurs énergies et leurs ressources. Et cela encourage les entreprises qui polluent moins à continuer à ne pas polluer. Un dernier point et un dernier avantage qu'a la taxation que j'ai trouvé, c'est qu'elle incite à l'innovation car pour pouvoir réduire le coût de leurs taxes, les entreprises doivent investir et doivent trouver des moyens de production moins chers, moins coûteuses et qui pollueront moins. Donc pour ça, elles seront obligées de mettre des moyens et techniques de dépollution et pour cela, voilà, vous avez compris. En quoi c'est un avantage pour eux aussi, parce que les pouvoirs publics leur laissent le choix. Quand ils calculent le coût de leur taxe, ils peuvent choisir combien ils vont investir dans leurs moyens de dépollution, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas obligés d'investir une somme fixe dans les techniques ou les moyens qu'ils vont utiliser pour polluer moins. L'État leur laisse un libre choix. Je vais laisser la place à Ilkay qui va vous expliquer les inconvénients. Ilkay, c'est à toi. Cependant, la taxation... Vous m'entendez? Oui.
Cependant, la taxation n'est pas toujours efficace pour plusieurs raisons et elle présente ainsi des limites. Tout d'abord, l'efficacité de la taxe, elle dépend de la capacité des pouvoirs publics à prélever l'impôt et surtout de leur capacité à fixer un bon niveau de taxe pour qu'elle soit incitative sans engendrer de contournement. Mais on ne connaît pas à l'avance le volume de réduction des émissions polluantes qu'une taxe peut entraîner. Il reste ainsi difficile de la mesurer. En fait, il faudrait tout d'abord être certain de connaître le bon niveau de taxation, ce qui est parfois difficile à évaluer, alors qu'au contraire, par exemple, une simple norme d'émission aurait l'avantage de diminuer la pollution sans devoir connaître le seuil efficace de taxation. De plus, il faut faire attention à ne pas taxer un marché 2 fois trop, comme par exemple pour réduire la pollution par rapport à ce qui aurait été nécessaire, car sinon on risque de freiner fortement l'activité économique. La taxe, elle peut être reportée sur les consommateurs. Elle va alors baisser le pouvoir d'achat des consommateurs les moins riches, les plus captifs, et ça pèsera ainsi lourdement sur les revenus les plus modestes. Et c'est ainsi qu'on va retrouver une inéquité. Bien évidemment, il pourrait être nécessaire de mettre en place certaines mesures compensatoires pour aider les plus modestes à faire face à l'augmentation des prix. D'ailleurs, une des autres limites de la taxation, c'est le lobbying. Le lobbying est